Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent qui est: est-ce que je dois faire un apport ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Et donc on va voir dans quel cas de figure faire un apport, ne pas en faire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous dans l'investissement immobilier. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et encore une fois, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc en principe, on demande un apport pour un investissement immobilier. Et très souvent, on va demander l'apport des frais de notaire puisque les frais de notaire représentent des taxes et il n'y a pas de valeur qui est corrélée du coup aux frais de notaire. Si aujourd'hui vous achetez un bien à 100 000 euros, vous avez peut-être 10 000 euros de frais de notaire dessus, on va dire voilà, que vous avez 8% de frais de notaire, vous avez 8 000 euros de frais de notaire sur un coût d'acquisition à 100 000, eh bien, on va vous financer 100 000 puisque c'est la valeur de revente du logement. Mais on ne vous financera pas 108 000 parce que vous auriez 8 000 euros de financement de trop car c'est du vent. Et demain, si vous avez un problème de remboursement, si on revend le bien, on ne pourrait récupérer que 100 000. Donc, obligatoirement, ça pose problème et le risque que prend la banque est beaucoup trop élevé. Maintenant, ce n'est pas une obligation de faire un apport. Et pour ne pas faire d'apport, il faut justement avoir la confiance de la banque et bien entendu avoir une situation qui est en adéquation avec le projet. Si vous gagnez le SMIC, que vous avez 2 crédits consommation et que vous êtes là à demander un financement de 400 000 euros, c'est normal qu'on vous demande un apport. Maintenant, si vous gagnez 2 500 euros par mois, vous demandez un apport sur un bien à 130 140 000 euros pour faire une colocation et que votre projet est ultra rentable, vous êtes à 10, 11, 12, 13% de rentabilité brute avec des charges qui ne sont pas déconnantes quand on prend la rentabilité nette. Là, vous avez un projet qui justement est viable, vous avez une étude de marché qui est solide, vous avez un prévisionnel qui est travaillé, vous avez la maîtrise des coûts surtout et vous avez une rentabilité qui est intéressante dans un marché qui se valorise. Alors là, dans ce cas-là, vous pourrez du coup prétendre à un financement à 110%, même si vous aurez des refus de certaines banques qui vous diront qu'elles ne font pas de 110% de toute façon et qu'elles ne financent pas de l'investissement locatif. Vous aurez des banques qui seront ouvertes du coup au financement à 110%. Encore une fois, il suffit simplement de multiplier les rendez-vous. Si vous faites 5-6 rendez-vous, vous aurez 2-3 accords sur une situation classique sans aucun risque avec le financement des frais de notaire. Et on verra du coup qu'il y a plutôt d'autres stratégies pour financer les frais de notaire après. Donc, il y a 2 cas de figure en fait. Soit vous n'avez pas de cash, vous ne pouvez pas mettre d'apport et dans ce cas-là, c'est OK, de toute façon, vous ne pouvez pas en mettre. Soit vous pouvez mettre un apport, mais ça représente une trop grosse partie du capital que vous avez. Et donc là, ça pose problème. Et la troisième solution, c'est que vous avez 100 150 000 euros de côté. Vous pouvez très bien mettre les frais de notaire en apport. Pour vous, ça ne vous pose aucun souci. Ça ne va pas imputer énormément en fait, le cash que vous avez de côté. Dans ce cas-là, ça l'est un petit peu moins. Donc, on verra justement dans quel cas de figure faire un apport et dans quel cas de figure ne pas en faire. Dans tous les cas, vous êtes dans une des 3 situations. Soit vous n'avez pas du tout la possibilité, soit vous en avez, mais ça représente une trop grosse partie de votre capital, peut-être tout, peut-être 70-80%, soit vous avez largement le cash et dans ce cas-là, on verra que c'est un petit peu différent. Donc, le cas numéro 1, pas d'apport. L'objectif, c'est quoi? C'est de convaincre une banque de vous financer. Et dans ce cas-là, faut montrer la solidité du projet, comme je vous l'ai dit avant. Donc, ça va être une zone à forte demande locative et une zone avec justement une zone attractive et donc un prix de l'immobilier l'immobilier qui se valorise, donc une potentielle plus-value. Une affaire qui est vraiment rentable, donc une rentabilité élevée, un cash flow vraiment positif et puis aussi le fait d'acheter en dessous du prix du marché. Donc là, faire 2-3 estimations par des agents immobiliers qui sont différents et de pouvoir montrer que le bien vaut 100 000 et que vous l'achetez 70 par exemple. Et donc en cas de revente, dans l'urgence, on pourrait le revendre 90 000 sans aucun souci. Derrière, si c'est vraiment pas possible parce que vous avez une mauvaise situation, peut-être voir justement quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, peut-être s'associer avec quelqu'un qui a une situation qui est stable, peut-être éventuellement mettre en place un prêt familial, pourquoi pas. Maintenant, pour financer les frais de notaire, ce que vous pouvez faire, c'est l'acte en main. L'acte en main, c'est quoi? C'est le fait d'acheter par exemple un bien à 100 000 alors qu'il en vaut 120. On va dire qu'il en vaut 130 même, ce sera encore plus grossier comme exemple. Vous l'achetez, il vaut 130.
vous l'achetez 100 000, il y a 8 000 euros de frais de notaire, donc vous l'achetez 108 000 au total. Vous allez faire un acte en main, c'est-à-dire que vous allez payer 108 000 au vendeur et le vendeur va payer les 8 000 euros de frais de notaire. Et donc, quand vous allez aller voir la banque, vous allez mettre en avant le fait que vous avez un coût d'acquisition de 108 000 au lieu de 130 000. Et donc, elle vous financera les frais de notaire. Dans certains cas, du coup, sans que vous lui dites, sans lui dire. Dans d'autres cas, elle vous dira il vous faut un acte en main pour un financement à 110%. Et donc là, ça ne posera aucun souci. Vous avez certaines banques qui demandent l'acte en main pour le financement à 110% et d'autres qui sont vraiment frileuses et sur lesquelles il faudra du coup camoufler en quelque sorte le fait que vous mettez en avant un acte en main, que vous faites un acte en main, tout simplement. Cas numéro 2, vous avez un apport qui correspond au montant de l'épargne. Donc là, ça pose souci puisque l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une épargne de précaution pour faire face aux imprévus, que ce soit, je sais pas moi, un problème avec votre voiture, des dépenses trop importantes qui n'étaient pas prévues. Il y a plein de possibilités. Pas de crédit à la consommation pour un apport, s'il vous plaît. Derrière, toujours garder du cash pour de toute façon avoir cette épargne de précaution qui rassure la banque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il ne faut pas faire d'apport si ça correspond au montant de votre épargne. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en avant sa situation, mettre en avant encore une fois le projet, avoir une gestion saine des comptes, c'est-à-dire encore une fois, ne pas finir à découvert, épargner chaque mois et avoir un reste à vivre intéressant si vous le pouvez. De toute façon, ça dépendra déjà de votre train de vie et aussi et surtout derrière de votre salaire. Si vous avez un salaire à 5 000 euros, c'est beaucoup plus facile d'avoir un reste à vivre important que si vous avez un salaire à 1 500 puisque vous avez de toute façon des charges qui sont obligées. Vous devez manger, vous devez vous loger, vous devez vous vêtir, vous nourrir, vous devez boire. Bref, ça fait partie de la vie. Donc, on pourra difficilement écraser ces charges sur 1 500. Par contre, les charges sur 5 000 ne seront pas, sur un salaire de 5 000, ne seront pas 2 fois 3. Voilà. On ne mange pas 3 fois plus quand on gagne 5 000 euros que quand on gagne 1 500 euros par mois. Donc, par rapport à ça, on épargne pour montrer à la banque qu'on a une épargne de précaution intéressante et aussi et surtout une épargne qui augmente de mois en mois. Et derrière, encore une fois, on présente un projet qui est rentable. Et c'est ça qui est super important, c'est de présenter un projet qui est rentable. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui pour moi pour avoir un financement. On a ceux qui vont venir présenter du Pinel et ceux qui vont venir présenter des projets à 7-8% et les autres qui vont venir proposer des projets à 11, 12, voire plus avec un vrai prévisionnel, une vraie étude de marché, que ce soit de l'analyse micro, macroéconomique, démographique, de la valeur locative et aussi et surtout de la valorisation du bien sur le marché avec un antécédent justement et des preuves tacites, des vraies preuves, que ce soit avec meilleursagents.com, que ce soit avec d'autres sites encore une fois, mais c'est super important. Et vous avez cette troisième situation qui est ok, pour moi un apport ce n'est pas un problème puisque de toute façon j'ai 100, 150, 200 000 euros de cash. Donc si vous souhaitez enchaîner les investissements et vous bâtir un empire immobilier, au début, c'est stratégique de commencer sur du 110% et derrière, de mettre en place des stratégies d'apport sur des grosses opérations pour éventuellement faciliter justement le financement, aussi et surtout faciliter l'emprunt et faciliter la négociation des conditions d'obtention de financement. Ça, c'est super important. Donc, pourquoi conserver l'apport si j'ai la possibilité de l'intégrer dans le financement? La première des choses, c'est que la différence au niveau des mensualités de crédit, elle est minime. Donc, ça vaut pas, c'est pas très intéressant en fait de mettre un apport parce que vous allez peut-être vous délester de 10 000, 20 000, 30 000 euros et au niveau de la réduction du cash flow, c'est minime. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est de demander 2 simulations et là, vous serez à même justement de juger quel est le plus intéressant par rapport à vous, ce que vous voulez et puis votre objectif encore une fois. Derrière, si la banque vous autorise un 110%, vous ne touchez pas à votre épargne, donc vous gardez du coup votre épargne et ça vous permet du coup de débloquer une situation quand vous serez plus avancé dans vos investissements et donc d'avoir justement un apport quand on a déjà fait peut-être 3, 4, 5 opérations pour pouvoir passer peut-être sur un projet beaucoup plus important et c'est le projet du siècle. Encore une fois, cash is king. Plus vous avez de cash, plus vous pourrez saisir les opportunités au moment opportun, j'ai envie de vous dire. Et donc, par rapport à ça, ce que je peux vous dire, c'est que il est beaucoup plus stratégique de garder son épargne sur le court terme pour pouvoir l'utiliser afin de débloquer la situation de l'apport, du financement plutôt, à un stade bien plus avancé. Vraiment, c'est ça que je vous recommande.
Derrière, pour bénéficier d'un financement à 110%, la sécurité de l'emploi, encore une fois, donc situation stable, CDI de préférence ou alors 3 ans d'intérim minimum avec des missions régulières. Ça, c'est la première des choses. L'ancienneté professionnelle, des revenus les plus élevés possibles, encore une fois, une situation financière stable. Donc, tout ce qui touche justement à la capacité d'épargne, tout ce qui touche justement au montant des crédits. Moins vous avez de crédits, mieux c'est. Plus vous avez de revenus, mieux c'est. C'est vraiment un ensemble et présenter un projet solide avec justement un projet rentable, un prévisionnel et tout ce qui va avec. Et il va falloir justifier du coup ce manque d'apport personnel par une raison que la banque pourra juger recevable. Ça peut être par exemple le fait que vous, votre objectif, c'est d'investir à 110% pour avoir du cash flow positif, garder cet argent comme épargne de précaution par exemple. Ça pourrait être intéressant pour ne pas obligé, enfin en tout cas pour ne pas se retrouver face à une situation de « Monsieur, vous avez 15 000 € sur votre compte, vous les mettez en apport ». Non, il va falloir justifier justement le fait que vous ne mettez pas d'apport. Voilà. L'intérêt de ne pas utiliser son apport, il est multiple. En fait, vous avez l'effet de levier du crédit. Donc, vous partez de zéro et vous vous créez un patrimoine et des revenus importants et ça vous permet du coup de vous enrichir le plus possible puisque l'effet de levier, c'est vraiment ce qui permet du coup cet enrichissement dans l'immobilier et c'est ce qui fait que c'est le pilier d'enrichissement le plus intéressant aujourd'hui. Derrière, conserver une épargne de précaution. Donc, on ne sait jamais, mais vos revenus peuvent baisser, il peut se passer des choses, il peut y avoir des dépenses imprévues, il peut y avoir des problèmes dans votre location aussi. Derrière, vous pourrez faire face justement à ces problématiques avec du cash de côté. Derrière, ça permet de rassurer le banquier et ça permettra justement d'être bien vu par les banques pour les prochains investissements parce que vous aurez du cash. Et derrière, une fois la capacité d'emprunt atteinte pour pouvoir continuer à investir, vous pourrez mettre un apport pour débloquer une situation, débloquer un financement et pouvoir continuer à investir. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire de cette vidéo, c'est que l'épargne de précaution, déjà, c'est nécessaire. Vous devez avoir une épargne de précaution pour pouvoir investir. Donc, si vous avez du cash et de quoi avoir une épargne de précaution, juste gardez ce cash en épargne de précaution. Derrière, il y a d'autres projets à financer des fois, il y a des placements qui sont plus intéressants. Donc, les raisons sont multiples de garder une partie de son cash et du coup, de demander un financement plus élevé, donc un financement à 110% par exemple. Et à chacun, justement, d'ajuster ça en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs et en fonction des opportunités qui s'offrent à sa personne. Donc, en fonction des opportunités que vous allez avoir, c'est à vous de juger si vous devez mettre du cash ou non. Peut-être que vous avez l'opportunité du siècle sur un immeuble du coup qui est au-dessus de votre capacité d'emprunt. Pourquoi ne pas mettre de cash pour pouvoir débloquer le financement si c'est l'opportunité du siècle? Et derrière, il ne faut pas oublier que la capacité d'emprunt, à un moment donné, elle peut s'épuiser et donc ça peut être stratégique de sortir et d'investir son cash à ce moment donné et de mettre en place derrière une stratégie d'arbitrage de patrimoine. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu plus avancé, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà. C'est super important de valoriser du coup ce cash et de ne pas mettre d'apport à tout va. Et l'apport doit simplement arriver pour débloquer une situation. Et ça vous arrivera à un moment donné si vous enchaînez les financements à 110% de toute façon. Donc, pour finir cette vidéo, si vous avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à notre masterclass les 9 étapes pour se créer une retraite anticipée avec l'immobilier, dans lequel je vous partage du coup toutes mes stratégies pour pouvoir investir dans l'immobilier à haut rendement, optimiser votre fiscalité, faire une étude de marché, investir, négocier, etc. etc. Et puis aussi et surtout dupliquer pour pouvoir multiplier les opérations. Donc, c'est dans la description, vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre adresse email et vous recevez ça du coup dans la minute. C'est super simple. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!